Sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, le président de la République par intérim, John Kounda Traoré a participé aux travaux. Les dirigeants ouest-africains devraient adopter le plan stratégique pour une éventuelle intervention militaire dans le nord du Mali. Ça y est, le Djoliba AC jouera la finale de la Coupe de la Confédération. Les Rouges ont battu Al Hilal du Soudan 2-0 au terme des 90 minutes, puis 6 tirs au but à 5. Gros plan ce soir sur les sachets plastiques, ces sachets qui nous servent mais qui détruisent la nature. Début 2013, la loi portant interdiction des sachets plastiques entre en vigueur. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Direction Abuja au Nigeria où s'est tenu le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, un sommet qui a été élargi aux pays comme l'Algérie, la Libye. Envoyé spéciaux d'Embawan Aoué Touré. Au cœur de ce sommet extraordinaire, le Mali et la Guinée-Bissau. Mais c'est le dossier malien qui a occupé le centre des débats. Plus de temps à perdre pour l'adoption du document dit de concept d'opération stratégique, a martelé le président nigérian. Pour Goodluck Jonathan, la situation au Mali est un danger contre les principes les plus fondamentaux pour les pays de la sous-région, à savoir le respect de l'unité et de l'intégrité territoriale, le rejet du terrorisme et de la criminalité, le recours à la rébellion armée pour faire valoir des revendications politiques. Donc, il faut agir. Avis partagé par le président en exercice de la CEDEAO. Dans son rapport, l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara a insisté sur le timing. La crise malienne a atteint son seuil crucial. Réussir la réconciliation au Mali et éradiquer le terrorisme et le grand banditisme au Sahel, tel est le défi qui nous interpelle tous. J'en appelle donc à chaque partie, afin qu'elle fasse preuve d'ouverture et qu'elle place le futur et les intérêts du Mali dans les valeurs et dans la perception des atouts d'une société moderne et démocratique. La marche vers une solution politique négociée nous permettra de poursuivre une action militaire apaisée et de mieux identifier les cibles et les éléments terroristes à combattre. Les conclusions de ce sommet sont beaucoup attendues et seront déterminantes pour le reste du processus de déploiement de la force militaire internationale dans notre pays. Aoué Touré, notre envoyé spécial qui nous signale que le sommet vient de prendre fin. Les chefs d'État ont adopté le concept stratégique d'opération, un document qui sera soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À Abuja, en marge donc de la rencontre des chefs d'État, le président de la République par intérim a reçu en audience son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Voilà donc le président de la République par intérim qui a reçu Alassane Dramane Ouattara en marge des travaux du sommet de la CEDEAO. Autre audience accordée, c'est celle accordée donc à Djibril Bassoulé, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Ce dernier a fait le point de la rencontre du président du Faso avec le groupe Ansardine au Burkina Faso. Vous le voyez sur ces images, l'audience que le président de la République a accordée à Djibril Bassoulé. Ici au Mali, les femmes parlementaires et celles évoluant dans les associations et organisations féminines se sont concertées hier à l'Assemblée nationale. C'était pour une plus grande implication de ce groupe possible dans la résolution des crises et conflits et la reconstruction post-conflit. Au cours de cette journée, il a été question des instruments juridiques liés au rôle des femmes dans la gestion des crises. Les précisions avec Ramata Konate. La prévention, la gestion et le règlement des conflits ou crises, quel rôle pour les femmes, c'est la question principale à laquelle tentent de répondre les parties prenantes de cette journée. Une journée qui a regroupé, outre les parlementaires, les femmes et autres acteurs venus des associations et organisations féminines. Au menu des échanges, les actions menées par l'Assemblée nationale avant et après le déclenchement de la crise et les instruments juridiques internationaux relatifs à la participation des femmes dans la gestion des conflits. Parmi ces outils, les résolutions 1325, 1820 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Il s'agit plus spécifiquement d'expliquer aux participants les tenants et les aboutissants des instruments internationaux, de leur montrer les meilleures pratiques et les mécanismes spécifiques qui permettront au réseau des femmes parlementaires d'apporter sa contribution à la consolidation de la paix, à la résolution de la crise que traverse le Mali. Parlementaires, sociétés civiles et partenaires techniques et financiers, tous conviennent de la nécessité d'impliquer les femmes dans le processus de médiation et de négociation et la reconstruction post-conflit. Constituant plus de la moitié de la population, comment sans elles obtenir la participation du grand nombre et s'engager sur la voie de la paix et du développement? Il faut associer les femmes pour affirmer et maintenir la crédibilité et la légitimité des processus de résolution des conflits. Cette participation des femmes n'est pas synonyme de la supériorité de ce groupe cible par rapport aux hommes. Elle vise plutôt à construire un nouveau partenariat entre femmes et hommes, respectant justement la différence et assurant leur participation de manière équitable dans la gestion des conflits à tous les niveaux. La journée d'échange a abouti à l'élaboration d'une série de recommandations dont le développement du partenariat entre les femmes parlementaires et leurs consoeurs de la société civile. Et ce communiqué du gouvernement qui vient de nous parvenir, le gouvernement informe les citoyens que ce jour 11 novembre 2012, à la mine d'or de Siama, commune rurale de Fourou, cercle de Kadjolo, un affrontement a opposé un groupe de chasseurs aux forces de sécurité, faisant 2 morts parmi les villageois et 14 blessés, dont 4 graves côté forces de sécurité. Cet incident malheureux est survenu suite à une plainte déposée à la justice par un responsable de la mine qui a été agressé nuitamment. Le Forum pour un autre Mali, Forum pour une solution négociée, a organisé ce matin une réunion d'information et de sensibilisation avec les femmes. Le forum présidé par l'altermondialiste Aminata Draman Traoré a bénéficié de l'appui du mouvement culturel pour le développement Co. Et pour l'occasion, environ 40 femmes ont été mobilisées dans le cadre du projet 1000 femmes debout du forum. C'était au centre Ahmed Baba en commune 2 du district de Bamako et le compte rendu c'est avec Moïse Traoré. Les femmes, de par leur poids démographique, économique, électoral, et ont le droit de savoir, d'en savoir davantage sur non seulement les causes de cette crise, mais aussi les enjeux. Moi, j'ai toujours souffert du fait qu'il y a une sorte d'infantilisation des femmes. Et on sélectionne des thèmes, souvent liés à la culture, aux traditions, mais tout se passe comme si les grandes questions qui sont d'ordre économique, parce que tout ce qui nous arrive aujourd'hui revêt une dimension éminemment économique. D'aucuns voudraient que la guerre immédiatement soit la solution. J'en doute. Parce que si vous ne vous donnez pas les moyens de comprendre ce qui vous arrive, et si c'est vrai qu'on a tous le sentiment aujourd'hui d'être humilié, il y a ce sentiment d'être agressé, et le sentiment de l'humiliation est réel et partagé. Mais on dit chez nous que quand il vous arrive quelque chose, et si vous voulez immédiatement en découdre, vous risquez de vous créer d'autres problèmes. La gravité de la situation nécessite qu'on réfléchisse davantage, qu'on pèse le pour et le contre. Si déjà de l'autre côté, avec en sardine et les autres, ils lâchent du lest, bon, et dire qu'il faut refuser la main tendue, qu'il faut en finir, mais l'Allemagne et la France ont fait la paix. Vous voyez, quand on me dit avec qui négocier, il n'y a pas de négociation possible, mais tout se négocie. Voilà, c'était plutôt une interview de Aminata Draman Traoré du Forum pour un autre Mali, Forum pour une solution négociée, qui avait organisé une réunion d'information avec les femmes. La section du parti ANCD Mali de Kati, Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali, a organisé hier une conférence débat à Sangaré-Bougou. Le président du parti a profité de cette conférence pour faire le tour d'horizon de la politique malienne.
Voilà donc la section du parti ANCD Mali de Kati qui a organisé une conférence débat à Sangaré-Bougou pour faire le tour d'horizon de la politique malienne. La mairie du district vient d'élaborer une stratégie urbaine de long terme pour la capitale malienne. C'est un projet intitulé Bamako à l'horizon 2030. À cette date, le district de Bamako sera peuplé de plus de 6 millions d'habitants. Et c'est pourquoi la mairie a invité ses partenaires hier soir pour échanger sur cette vision prospective avant de faire face à ce défi. Ibrahima Traoré. La mairie du district réunit ses partenaires autour d'un dîner pour bâtir une vision commune pour Bamako à l'horizon 2030. Le maire de la ville des Trois Caïmans et une équipe pluridisciplinaire ont présenté à l'assistance une stratégie urbaine pour un avenir maîtrisé et partagé. Les débats ont révélé que la capitale malienne reste relativement mal outillée en infrastructures indispensables. Les problèmes d'une ville comme Bamako sont multiples. C'est pour ça qu'on essaye de les aborder à différentes échelles. D'abord, Bamako comme un carrefour à la sous-région, c'est de la dimension internationale de Bamako comme capitale de Mali, ça c'est un. Deux, c'est Bamako comme un cœur d'agglomération, c'est les problèmes tous liés à ce qu'on connaît aujourd'hui, les difficultés de mobilité, d'assainissement, de déplacement, etc. Et dernièrement, c'est la conception de Bamako comme une métropole multipolaire qui dépasse les limites du district et qui s'est fait en association avec les autres communes riveraines. C'est les communes du district, c'est les communes de l'environnement de Bamako qui construisent ensemble son développement. Les spécialistes estiment que Bamako connaît la croissance urbaine la plus forte des villes africaines, avec environ 2 millions d'habitants en 2009 et plus de 6 millions attendus en 2030. Cette croissance va plus vite que la capacité des autorités à installer les services et équipements nécessaires et donne lieu à un étalement urbain sans limite. Et du coup, le Grand Bamako tarde à se concrétiser. Nous allons souhaiter surtout que les comportements changent, que les comportements aillent avec le projet afin que dans l'exécution, nous puissions effectivement avoir la cité, la ville dont nous rêvons et dont tous les habitants vont prendre soin afin que les édifices, les investissements, toutes les réalisations que nous serons amenés à apporter à la ville soient bien entretenues. Pour relever le défi, la mairie du district entend mener une véritable politique d'information et de sensibilisation. Le but est d'impliquer davantage les citoyens dans la réussite de ce projet qui sera présenté au sommet des collectivités africaines, Africité, prévu à Dakar en décembre prochain. Récompense du mérite avec la compagnie malienne des textiles, la CMDT Holding a initié à cet effet une journée qualité à Garalo, une localité située à 50 km de Bougouni, et c'est Kignan qui a été primé parmi les 11 secteurs que compte la filiale sud en fonction de son taux de réalisation en grade supérieur au compte de la campagne écoulée. Pour la remise du trophée, ce sont tous les producteurs du secteur sud qui ont fait le déplacement de Garalo. La fête était totale hier samedi. Nyanya Alou Traoré, notre envoyé spécial, y a pris part. Son compte rendu. Ce samedi 10 novembre n'était pas un jour ordinaire à Garalo. Hommes, femmes et enfants avaient mis leurs plus beaux atouts, avec à la clé une animation digne d'un jour de fête de l'orchestre local. Tous à l'unisson, les habitants de cet arrondissement sont massivement sortis pour magnifier leur solidarité à cette journée qualité de la CMDT Holding. Malgré la dernière place de Garalo au rang du classement de la campagne passée, les esprits étaient plutôt festifs. Jena aunimisi farabi aunko bi kafo kile kura bola mini korole tekele ene fanasi ta kase bima ni nyomaka aunye. Cette journée qualité de la CMDT est une nouveauté. La compagnie, dans sa politique d'encouragement et de compétitivité, l'a initiée. Il s'agit non seulement pour la compagnie d'inciter les producteurs à faire mieux, mais surtout de se rapprocher davantage de ces mêmes producteurs. La journée qualité est un grand forum pour nous, nous permettant non seulement de faire le bilan de tout ce que nous avons eu comme résultat qualité de la campagne écoulée, mais c'est aussi un autre cadre nous permettant de définir, d'arrêter avec l'ensemble des acteurs les objectifs futurs
pour la campagne en cours. Nous continuons avec un troisième point, c'est la remise des prix. Les lauréats sont là. Le défi est ainsi lancé entre la compagnie et les producteurs. Le premier s'engage à vendre au plus fort du coton de bonne qualité sur le marché international. Et le second s'est dit prêt à bien approvisionner le marché de cette bonne qualité. Je pense que le défi sera relevé obligatoirement parce que si on veut gagner l'argent, il faut qu'on travaille très bien. Ça, c'est une obligation pour nous et en tant que premier responsable, que j'ai dit à tous les producteurs que chacun respecte ses engagements. Parce que tout ce qu'on a demandé à la CMT, ils ont honoré leur engagement. Et c'est la balle est à notre camp. Ce sont les localités de Kignan, Cléla et Dogo qui ont été primées pour la campagne 2011-2012. Rendez-vous l'année prochaine, le mauvais élève de la campagne nous indiquera la prochaine destination. D'autres aspects de cette cérémonie de remise de trophées à Garalo dans l'émission Terroir, ce sera mardi prochain. Une mission de l'ONG ECOR vient de visiter les champs de semences de sorgho hybride et de champs d'adoption à Maïna, Kourmalini et Ouré dans le cercle de Bougouni et de Baguinida dans le cercle de Kati. L'objectif est de s'enquérir de l'état de ces champs avant la récolte. Avec ces nouvelles variétés de semences, la production de sorgho passe d'une tonne à 4 par hectare. Et c'est ce que nous dit notre reporter Moussa Fane. Pour assurer la sécurité alimentaire, l'ONG ECOR et ses partenaires viennent d'introduire de nouvelles variétés de semences de sorgho appelées sorgho hybrides. Ces semences sont Sewa, Gringaïrawolo et Nyeleni. Après la première expérimentation, les producteurs de Mandina Kourlamini, Ouré et Baguineda sont partis de 2 hectares à 25. Avec la nouvelle variété de sorgho, la production passe d'une tonne à 4 par hectare. Pour les producteurs de ces localités, ces nouvelles variétés de semences sont plus rentables que les précédentes. Ces semences hybrides-là vont beaucoup lutter contre vraiment l'insécurité alimentaire. Et la variété que moi j'ai aujourd'hui, ça c'est le Grincan Iréolo. Je demande à mes collègues producteurs d'adhérer à ce système-là. Parce que les nouvelles variétés, là, vraiment, la production est très bien par rapport à l'ancienne. Les responsables de l'ONG ECOR se sont rendus sur le terrain pour s'imprégner de l'état des champs de semences et des champs d'adoption. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la diffusion à grande échelle des semences de sorgho hybrides. Et nous, en tant qu'ONG chargée de l'appui conseil au niveau du monde rural, nous avons entrepris donc de diffuser ces semences-là qui ont un potentiel extrêmement élevé. Nous avons ici à Bougouni environ 10 producteurs sémenciers au niveau de 3 coopératives sémencières. L'ONG ECOR veut étendre ces semences de sorgho hybrides aux autres régions du Mali afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Cette ONG appuie également les coopératives dans le domaine de la commercialisation des semences. Une autre mission sur le terrain, c'est celle de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, conduite par son secrétaire général. Elle a pu visiter hier le chantier de construction du barrage hydroélectrique de Fellou en première région. Le constat qui se dégage de cette visite, c'est que les travaux avancent normalement malgré quelques difficultés. Le reportage depuis Kaye de Jafar Aïdara. Le chantier du barrage hydraulique de Fellou, dont les travaux ont commencé en 2010, est à 80% de réalisation dans tous ses compartiments. Nous avons constaté d'énormes progrès et que la plupart de nos appréhensions par rapport au retard qui avait été engrangé et constaté à cette époque a été beaucoup rattrapé et cela nous rassure davantage. Nous sommes venus sur la base d'une commission créée par le Conseil des ministres qui est venu se rendre compte, n'est-ce pas, de l'état d'avancement des travaux. Comme nous pouvons le voir, toutes les composantes des travaux sont très bien avancées à ce jour d'aujourd'hui. Et qu'il n'y a pas de difficulté. Avec l'aide des autorités maliennes, le chantier n'a pas connu d'arrêt. Si vous regardez la situation des travaux d'implantation des centrales hydroélectriques en Afrique, on peut vous dire le retard de 5 mois que nous allons construire le site, c'est le minimum qui puisse exister depuis des années. Il y a des endroits où le retard est à 2 ans, 3 ou voire même 4 années. Au cours de cette visite du chantier du barrage de Fellou, les responsables de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ont tenu une rencontre avec le sous-préfet de Lontou et le maire de la commune rurale de Médine sur les mesures d'accompagnement des populations touchées par les travaux du barrage et les attentes des populations. La rencontre portait aujourd'hui sur les aspects environnementaux et les mesures d'accompagnement au niveau des populations. Il y avait des actions qui étaient en souffrance. On a décidé de l'inscrire dans un calendrier
opérationnels sur lesquels la SOGM et les autres partenaires vont travailler tout de suite afin de savoir quand est-ce qu'on va réaliser quoi, où et à quelle période. D'un coût de plus de 120 milliards de francs CFA, ce barrage dont la première pierre a été posée par les présidents maliens, mauritaniens, sénégalais et le ministre de la Guinée-Conakry doit produire 60 MW, soit 431 gigawatts par heure. L'objectif recherché est de fournir l'électricité à tous les pays de l'OMVS à moindre coût. Il faut rappeler que les travaux du barrage prendront fin le premier semestre 2013 selon les techniciens. La coalition des alternatives africaines d'aide et développement Mali vient de lancer un programme triennal 2012-2014 axé sur toutes les mobilisations populaires contre les endettements et les violations des droits humains. Les activités de ce programme de 655 millions de francs CFA vont concerner la réalisation de plusieurs projets. Les détails, c'est avec Abouakar Maïga. La coalition des alternatives africaines d'aide et développement Mali se lance dans une nouvelle bataille contre l'endettement. Son nouveau programme triennal 2012-2014 a pour thème Action citoyenne de construction d'opinion publique, d'alternatives et de mobilisation populaire contre les endettements et les violations des droits humains. L'initiative est financée par Oxfam Novib des Pays-Bas à hauteur d'1 million d'euros, soit 655 millions de francs CFA. En nous engageant sur la question des droits économiques et sociaux, politiques et culturels, à travers le programme triennal 2012-2014, nous considérons que la société civile et la population citoyenne doivent être le fer de lance des combats essentiels à l'indépendance économique et financière, précondition de l'indépendance politique du Mali et de l'Afrique. Pendant les 2 prochaines années, les responsables de la CAD Mali vont s'atteler à la création d'un vestibule de conseil d'assistance juridique et à la réalisation des études sur l'endettement paysan au Mali de 2005 à 2014 et aussi sur la dette extérieure et intérieure du Mali de 2010 à 2014. Ce programme se propose d'entreprendre des actions citoyennes. Et ça, c'est en cohérence avec notre plan stratégique qui découle de notre objectif pour la participation sociale et politique des citoyens du monde. Le gouvernement du Mali demeure convaincu que l'éveil des organisations de la société civile constitue un facteur essentiel pour l'ancrage de la bonne gouvernance et de la paix sociale dans notre pays. Ainsi, le lancement de votre programme m'offre l'occasion de vous assurer la disponibilité du gouvernement à accompagner la coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali dans l'atteinte de ces résultats. Pour plus de sensibilisation des citoyens maliens, la CAD Mali prévoit aussi des sessions de formation et des rencontres d'échange avec la société civile ouest-africaine, les mouvements sociopolitiques et religieux, les parlementaires, les juristes et la presse. Le programme sera sanctionné par la publication d'un livre blanc sur l'histoire du Mali. Et nous vous reprenons ce communiqué du gouvernement, le gouvernement qui informe les citoyens que ce jour 11 novembre 2012, à la mine d'or de Siama, commune rurale de Fourou, cercle de Kadiolo, un affrontement a opposé un groupe de jeunes chasseurs aux forces de sécurité, faisant 2 morts parmi les villageois et 14 blessés, dont 4 graves côté forces de sécurité. Cet incident malheureux est survenu suite à une plainte déposée à la justice par un responsable de la mine qui a été agressé nuitamment à domicile le 2 novembre 2012. Et dans le cadre de cette plainte, 3 individus, dont un responsable local de la jeunesse, ont été placés sous mandat de dépôt aussi pour exiger la libération de ceux-ci. Un groupe de jeunes et de chasseurs des villages environnants de la mine ont-ils érigé des barricades empêchant tout accès à la mine. Un nouveau centre éducatif pour les enfants, il est dénommé Village d'Abder. Arachel Tezouké nous en parle. Le village d'Abder, situé dans le quartier de Djelibougou à Bamako, va accueillir plus de 24 enfants atteints d'autisme ou de troubles envahissants du développement. Ce centre est composé de 2 bureaux, 3 classes pour la crèche, une salle d'attente et une salle de consultation. Ces 2 centres viennent grossir le nombre de structures d'accueil de petite enfance de notre belle et vaste commune. Elles accueilleront 24 enfants en multi-accueil et le plus d'enfants possible en accueil de prise en charge au niveau du centre médico-socio-éducatif. Le respect de l'enfant
sa sécurité, son développement ont guidé ce projet au jour le jour. Les troubles envahissants du développement sont parfois désignés sous le terme général d'autisme. L'autisme affecte le fonctionnement du cerveau. Il crée des troubles de la communication et des difficultés d'interaction sociale. Ce centre qui vient d'être créé va exclusivement travailler avec les enfants autistes. Une fois ici au centre, ça va aussi favoriser leur socialisation, c'est-à-dire développer à leur niveau le contact relationnel avec les autres enfants. Des jeunes mamans ont décidé d'aider les enfants malades de troubles envahissants du développement en créant une association appelée EdTed en 2011. La réalisation du village d'Abder est le résultat de sacrifices consentis et d'énormes efforts de la part des membres de l'association. Assemblée générale statutaire de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon, Dina Dogon, c'était hier à la Maison des aînés. Au menu des échanges, les rapports d'activité financiers du Bureau national de l'association et la conférence des présidents. Le reportage de Agibou Koulibaly. Cette assemblée générale de Guina Dogon se tient dans un contexte où l'association nourrit beaucoup d'ambition pour son rayonnement. Au plan financier de janvier 2010 à octobre 2012, les recettes s'élèvent à 115 883 513 francs CFA et les dépenses effectuées à 92 458 265 francs CFA avec en caisse 23 425 247 francs CFA. Occasion pour les membres venus de l'intérieur du pays d'échanger sur le fonctionnement de Guina Dogon dans tous ses aspects, les conflits au pays Dogon et la mission de Guina Dogon au nord du Mali. Le Bureau national reste convaincu que vos différents apports sur les points à débattre nous permettront d'appréhender avec beaucoup de sérénité, de courage et de lisibilité au cours de l'année 2013. La conférence des présidents qui va suivre devrait discuter des dispositions à prendre afin de défendre la culture Dogon. Il faut signaler que dans les jours à venir, le Guina Dogon compte réaliser son siège à Niamana pour un montant total de 650 millions de francs CFA. Le gouvernement informe les citoyens que ce jour 11 novembre 2012, à la mine d'or de Siama, commune rurale de Fourou, cercle de Kadjolo, un affrontement a opposé un groupe de jeunes et de chasseurs aux forces de sécurité, faisant 2 morts parmi les villageois et 14 blessés, dont 4 graves côté forces de sécurité. Cet incident malheureux est survenu suite à une plainte déposée à la justice par un responsable de la mine qui a été agressé nuitamment à domicile le 2 novembre 2012. Dans le cadre de cette plainte, 3 individus dont un responsable local de la jeunesse ont été placés sous mandat de dépôt. Aussi, pour exiger la libération de ceux-ci, un groupe de jeunes et de chasseurs de villages environnants de la mine ont-ils érigé des barricades empêchant tout accès à la mine. Devant leur refus catégorique de lever les barricades, les forces de sécurité sont intervenues pour dégager les voies et c'est pendant cette manœuvre que les forces de l'ordre ont essuyé des coups de feu. Une panique s'est alors installée, amenant les chasseurs à faire usage de leurs fusils, occasionnant des morts. Et face à cette situation dramatique, le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement appelle donc les populations au calme et rassure qu'une enquête est ouverte sur l'incident. La nuit culturelle Tabtal Koulakou, c'était hier soir à l'Institut national des arts ici à Bamako. L'événement se situe dans le cadre de la rencontre annuelle de l'association. Les fonds collectés seront remis aux compatriotes du Nord pour atténuer leurs souffrances. Le compte rendu de la soirée avec Tiemoko Konati. L'Institut national des arts en vibration au rythme de l'ambiance et ce samedi soir. Un clin d'œil suffisait pour constater l'atmosphère qui y prévalait. Ce moment de réjouissance a mobilisé de nombreux peuples et même d'autres ethnies de la capitale. L'événement s'appelle tout simplement la nuit culturelle Tabtal Koulakou. Placée dans le cadre d'une rencontre annuelle, l'édition 2012 s'est déroulée dans un contexte particulier. L'occupation des régions du Nord par les bandits armés mettant en péril toutes les valeurs sociétales.
C'est pourquoi les fonds collectés au cours de la soirée serviront de dons au département en charge de l'humanitaire pour les compatriotes éprouvés dans le septentrion. Qui dans ce monde actuellement connaît les difficultés que notre pays traverse. Donc on l'a placé dans un cadre humanitaire. Elle est tout à fait différente des précédentes soirées. Espérant célébrer la prochaine édition dans un Mali uni et apaisé, les organisateurs de la soirée et les invités d'honneur ont exhorté chaque fils du pays, où qu'il se trouve, à apporter sa contribution. Nous souhaitons que ce pays se retrouve pour tous les Maliens, que ce soit Touareg, que ce soit Soare, que ce soit Peul, que ce soit Bambara, le sud et le nord, se retrouvent aujourd'hui, pour que le Mali soit ce qu'il était auparavant. Au courrier départ de la présidence de la République, ce message de félicitations du président de la République à son homologue d'Angola. Au moment où vous célébrez la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable d'adresser à votre Excellence ainsi qu'au peuple frère d'Angola, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Du sport football Coupe de la Confédération, ça y est, le Djoliba AC jouera bel et bien la finale. Cet après-midi, les Rouges ont battu les Soudanais d'El Hilal 2-0 au terme des 90 minutes, puis 7-6 au tir au but. Siragatoussi, c'est pour le compte rendu. Mission accomplie. 2 buts tous en seconde période. L'un à la 53e minute sur pénalty consécutif à une faute du gardien sur Boubacar Bangoura. Le sien qui est parti. But de Idrissa Traoré ici. Moi j'avais très peur, je vous le dis, je ne vous cache pas mon nom. Et l'autre à la 80e minute par l'expérimenté Janvier Abouta d'un tir en pivot tout en puissance ont permis au Djoliba de refaire le retard accusé à l'aller à Omdurman. La marée rouge venue encourager sa troupe peut en être fier de la prestation d'ensemble. Comme le stipule le règlement, on procède directement à la séance des tirs au but. Les hommes du technicien Alou Badra Diallo ne tremblent pas. Du cauchemar au rêve, le Djoliba révit. On a un groupe jeune. Il fallait attaquer, faire la différence vite, il fallait être méfiant. Donc c'était les deux cas. En premier temps, on a été très attentif, même si on a eu quelques occasions qu'on n'a pas pu se créer. En deuxième, on est revenu avec, quand même, avec un autre mental, celui de tout finir des passes où que ça casse. Parce que quand même, où on gagne, si nous voulons la victoire, on avait deux jeunes, on va la chercher. Si nous ne le voulons pas, nous dirigeons directement tout droit vers la défaite. Ils ont gagné et le droit de jouer la finale, parce que nous, on n'a pas joué. Un obstacle a été franchi. Le Djoliba AC a pris date pour la finale de la Coupe de la Confédération face aux Congolais de l'AC Léopard, pourtant adversaire en phase de poule. Une grande première pour les Rouges. Match aller à Bamako le week-end des 16, 17 et 18 novembre. Et retour 23, 24 et 25 novembre à Dolozi au Congo. Et bonne chance au Djoliba pour la finale. Nous en venons au grand format de cette édition. À partir du premier trimestre 2013, la loi portant interdiction des sachets plastiques et des granulés non biodégradables entre en vigueur. Déjà, de nombreuses dispositions sont en cours pour remplacer ces sachets qui ont déjà causé de nombreux dégâts. Les consommateurs et les industriels apprécient l'adoption de la loi, mais pour son application, les avis divergent. Tchemoko Sagara et son équipe de reportage sont allés à la rencontre des acteurs suivant leur dossier. Les tasses, les calebasses et les paniers sont devenus de vieux souvenirs pour les femmes qui vont au marché pour faire les condiments. Dans le commerce, tous les produits et articles payés sont emballés dans des sachets plastiques qui sont rejetés dans la nature. La prolifération de ces sachets plastiques pollue le sol, dégrade les terres de culture, empêche les plantes à produire de matières organiques utiles pour les êtres vivants. Les sachets plastiques causent de nombreux dégâts. J'ai des clients qui refusent à ce que les produits achetés soient emballés dans ces sachets. Ils viennent avec leurs sachets spéciaux. Selon eux, les sachets que nous utilisons provoquent le cancer. C'est pourquoi, disent-ils, leur utilisation sera bientôt interdite au Mali. Les femmes qui vont acheter chez les boutiquiers l'huile pour 100 francs, en détail 200 francs. Et l'huile étant dans le sachet, ils vont le mettre dans le casserole et dans les poêles
avec le sachet directement. Si tu regardes bien ici au Mali, on utilise trop de sachets, plus que presque tout. Ça bouche même les caniveaux. On voit partout, il y a des problèmes quand même. Sur les 17 089 tonnes de plastique produites et importées au Mali, seulement 1720 tonnes sont recyclées. Toutes choses qui justifient le vote de la loi portant interdiction de l'importation, de la commercialisation, de la détention, de la production et de l'utilisation des granulés et des sachets plastiques au Mali. On a constaté surtout en milieu urbain que les déchets plastiques, les sachets plastiques constituent un polluant. C'est un polluant d'abord, ça salue. Et puis c'est des matériels qui ne sont pas du tout biodégradables. Et c'est vraiment salissant. Et ça mène aussi un problème environnemental. Donc compte tenu de tout ça, il y a eu ce projet de loi qui depuis 2006 a été initié mais qui n'a pas pu être voté qu'en décembre 2011. Les industriels et les consommateurs saluent l'adoption de cette loi au Mali, mais quant à son application, les avis sont mitigés. Malheureusement, en globalisant, en disant qu'il faut interdire toute importation de granules de polyéthylène, il bloque pratiquement la plupart des industries au Mali et même pratiquement la moitié des importations de produits qui viennent au Mali. En Chine, on a interdit les sacs plastiques de conditionnement dans les supermarchés. Oui, mais on n'a pas interdit le polyéthylène, c'est-à-dire le plastique qui emballe le produit lui-même. Je prends un exemple. Si vous remarquez bien, la boîte de thé, elle est protégée par un film. Ce film est du polyéthylène. Est-ce que ça signifie qu'on ne peut plus utiliser le polyéthylène pour faire ce genre d'emballage? Si c'est ça le cas, à ce moment-là, il faut interdire toutes les importations. Là où il y a le problème dans cette loi, c'est que c'est l'interdiction des granulés. Les gens doivent comprendre que les granulés, c'est tout ce qui permet de faire du plastique. Ce n'est pas seulement les sachets, mais tout ce qui est plastique. Nous croyons que c'est une très bonne loi et qu'il faille en tout cas l'appliquer. L'appliquer, bien sûr, en nous disant que nous sommes aussi des consommateurs où il y a des mesures d'accompagnement qui doivent venir. Parce que l'utilisation des sacs plastiques est rentrée dans les habitudes. L'esprit de la loi est à saluer, honnêtement. Ce que je déplore, c'est l'application. Parce qu'en 2 mois, ce n'est pas évident. Depuis l'adoption de la loi, les initiateurs multiplient les rencontres avec les acteurs pour trouver non seulement des mesures d'accompagnement, mais aussi des emballages biodégradables adéquats pour notre pays. Les sachets plastiques met à peu près 400 ans sans se détériorer. Nous avons déjà proposé au cabinet certaines mesures, telles que le décret d'application de la loi. Nous allons, avec tous les acteurs, décider de comment sensibiliser les acteurs. À quel niveau les industriels sont pour la fabrication des sachets plastiques biodégradables, parce que beaucoup avaient annoncé déjà que les commandes faites et les dates de démarrage de production des sachets biodégradables. Et aujourd'hui, ce qui est sur le marché à leur niveau, c'est uniquement les anciens produits, parce que à partir peut-être de ce mois ou du mois prochain, beaucoup d'industries au Mali vont produire des sachets biodégradables. Ils font ça à partir du DA, ce qu'on appelle chez nous le DA, le jute. Et ils le font après un réchauffement, c'est pas du fil tissé, c'est une matière faite en pâte avant d'être transformée ainsi, donc biodégradable. Le fait même de cultiver le jute, c'est déjà bon pour la santé de l'homme. Prélude à la loi qui veut interdire le sachet plastique, ils ont pris des dispositions pour venir au Mali. Avec l'application de cette loi, les sachets biodégradables ne seront plus vus au Mali. Pour réaliser cette ambition, le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement entend organiser une campagne nationale de sensibilisation et d'information sur toute l'étendue du territoire national. Oui, les sachets plastiques nous servent, mais ils sont non biodégradables, ce qui est dangereux pour l'environnement et pour notre santé. Cette annonce avant de nous quitter, la sécurité des populations et les préparatifs des élections, c'est le sujet de questions d'actualité de ce soir. Mariam Sey et ses invités, les ministres chargés de la sécurité intérieure et de l'administration territoriale, vous en diront davantage. Questions d'actualité, est-ce juste après Mali ensemble pour un Mali indivisible. À suivre
suivre également la version Bambara de l'adresse à la nation du Premier ministre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h-13h, je serai là. 18h-20h, Ndeye Sissoko. On n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Merci. Bonne suite de programme. Bonsoir.